ce deuxième coin lecture de septembre 2023, mois dédié aux classiques de la littérature, et comme les deux livres d'aujourd'hui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, je peux pas dire que c'est spécial SF comme la semaine dernière, c'est même pas deux romans, là pour le coup, il y en a un, c'est une pièce de théâtre. Donc allons-y! Et on commence avec le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Peut-être en avez-vous entendu parler, auteur français, 19e siècle, surtout de la science-fiction, mais pas que, la preuve. C'est l'histoire de ce bon gars anglais Phileas Fogg qui soutient qu'avec les moyens modernes, on peut faire le tour du monde en 80 jours. Incroyable. Ses camarades du Reform Club ont la très mauvaise idée de lui dire « Oui, alors, en théorie, c'est faisable, mais en théorie, mais Phileas Fogg soutient que non, en pratique, c'est faisable, il en fait le pari, et bam, le pari est scellé, l'Esquire a 80 jours, à la seconde près, pour faire son tour du monde en 80 jours. » C'est le titre du livre. Et il emmène sur son trajet son tout nouveau domestique Passepartout, un Français très débrouillard et très gentil, et surtout, il emmène un maximum de pognon! Sauf que juste avant son départ, a eu lieu un vol à la Banque d'Angleterre et la description du délinquant correspond trait pour trait à celle de Phileas Fogg, et ce triste gentleman a dérobé, vous l'avez deviné, un maximum de pognon. Donc naturellement, la police, incarnée par le détective Fix, va suivre Fox, n'importe quoi, va suivre Fogg, Phileas Fox, le mash-up était là. Pour essayer de l'arrêter, s'ensuit donc bien des aventures, bien des quiproquos, et bien de la rigolade. Et on va commencer par les qualités du livre. Qualités que j'ai trouvées au livre. Petit rappel qui fait jamais de mal, je ne donne que mon opinion, mon ressenti sur ma lecture. Vous n'avez pas besoin que je vous dise que Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne est génial et intemporel. Voilà, pour savoir qu'il est génial et intemporel. Mais qu'en pense moi, petit lecteur à moitié ignare du 21e siècle? Alors, déjà, je pense qu'il est assez drôle. Il est assez drôle. Pour beaucoup, l'humour se base sur des quiproquos, des malentendus, ça marche très souvent. Dans les premiers pays qu'il visite, donc en Égypte, puis en Inde, Passepartout se rend coupable de crimes qu'on va qualifier de bénins ou d'accidentels. Je spoil pas, vous savez comment ça marche, je spoil pas. Si vous voulez savoir précisément de quoi il s'agit, vous venez sur Twitch demain, sur la chaîne Lynx TS, et je vous parlerai de tout ça au coin du feu avec les spoilers. Et du coup, en faisant le tour du monde en 80 jours, titre du livre, plusieurs figures d'autorité vont courir après ou aux côtés de Fogg et Passepartout. Un peu à la Bibi et Coyote, sauf que, comme évidemment ils essayent d'aller le plus vite possible, Fix a un peu de mal à tenir le rythme, d'autant que lui, il attend son mandat, et quand Fogg finit par sortir de la zone d'application du mandat, donc quand il finit par quitter l'Empire britannique, Fix doit changer de stratégie, donc dans la première moitié du roman, il essaye de ralentir Phileas Fogg, et il n'y arrive pas du tout, et dans la deuxième moitié, il comprend que Fogg veut effectivement retourner en Angleterre, il veut pas seulement fuir la justice comme il le pensait d'abord, donc il fait de son mieux pour que l'Esquire gagne son pari, donc il prend tous les risques pour protéger Phileas. Voilà, c'est assez drôle, cette histoire, ce passage-là de l'histoire, cet aspect-là de l'histoire est assez drôle. Autre chose qui fonctionne très bien, c'est le protagoniste, et surtout le fait que Passepartout gravite autour. Je vais vous expliquer. Phileas Fogg est un personnage très drôle parce qu'il ne s'émeut jamais de rien. Il est jamais pressé, jamais stressé, jamais tendu. Il ne se demande jamais s'il va y arriver parce qu'il sait qu'il va y arriver. Le gars, il sait qu'il a toute l'armure en scénarium du monde, donc jamais il est inquiet. Et effectivement, il va essuyer des tempêtes, des chemins de fer qui sont pas achevés, des attaques de sauvages, on va y revenir dans les défauts. Il va subir plein d'aléas, mais ça sera toujours pris en compte, si vous voulez, dans le calcul de son itinéraire. Il est jamais pris au dépourvu, il a toujours 3 coups d'avance sur le destin. Alors, ça pourrait être un peu chiant, parce que si les deux marbres, comment est-ce que nous, on en a quelque chose à foutre? Et c'est là que Passepartout est très utile. Il se prend très vite au jeu de son maître, le pari devient important pour lui, et lui par contre, alors lui, il est très nerveux, il est le moindre ralentissement mécénaire à l'épreuve. Et dernière qualité que j'ai envie de mettre en avant, parce qu'elle me permettra une super transition avec les défauts, vous allez voir, Jules Verne utilise ce tour du monde en 80 jours, c'est le titre du livre, comme excuse pour décrire différents panoramas, différents paysages de pays plus ou moins exotiques. Alors, il y a l'Égypte, il y a l'Inde, comme au début, mais ensuite, il y a Hong Kong, puis le Japon, jusqu'à San Francisco aux États-Unis. À chaque fois,
Jules Verne, il va de soit son petit commentaire, soit sa description, et c'est toujours assez... C'est souvent assez chouette. C'est souvent assez chouette, mais c'est aussi souvent quelque part entre un peu et très raciste. C'était la transition vers les défauts. Ouais, on sent qu'on est en pleine période... Hey, la colonisation, franchement, c'est bien, non? Ah, c'est bien. Ah, on est des gentils blancs. Alors, si j'ai bien compris, parce que je me suis renseigné, si j'ai bien compris que Jules Verne était anticolonialiste, donc il faut quand même rendre à César ce qui est à César, mais être anticolonialiste dans un monde franchement colonialiste, ça donne des perles de racisme ordinaire, genre les Japonais ne sont pas jaunes, contrairement aux Chinois, c'est comme ça qu'on les différencie. Je vais vous donner la citation exacte parce que vous allez penser que j'exagère, c'est vraiment pas facile. Je me suis noté page 153. Allons-y, page 153. Puis des frères quêteurs, des pèlerins en longue robe, de simples civils, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, tête grosse, buste long, jambes grêles, taille peu élevée, teint coloré depuis les sombres nuances du cuivre jusqu'au blanc mat, mais jamais jaune comme celui des Chinois, dont les Japonais diffèrent essentiellement. Bah oui, enfin, confondre les Japonais et les Chinois, t'es raciste ou quoi? Les Chinois ils sont jaunes, rien à voir. Voilà, le livre est indubitablement très raciste. L'autre truc avec lequel j'ai un peu de mal, c'est que Fogg résout tous ses problèmes parce qu'il a masse d'argent. Genre, durant le trajet, il soudoie à tour de bras, il achète un éléphant, il achète un bateau. Alors c'est comique, franchement c'est comique de le voir balancer des banknotes comme ça à gauche à droite pour résoudre tous ces problèmes, mais au niveau du message, si vous voulez, quand je dis que Le Tour du Monde en 80 jours est un très beau roman sur la persévérance et sur le fait que quand on s'y met vraiment et qu'on calcule bien, on peut tout faire, j'ai envie de mettre un astérisque, si vous voulez, à condition d'avoir les moyens d'acheter un éléphant et un bateau sur un coup de tête. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pour gagner le pari. Alors, d'une part, Fogg dépense nettement plus que ce qu'il espère gagner avec le pari, et d'autre part, et ça par contre c'est clairement établi plusieurs fois, il se démène pas pour gagner son pari. C'est pas pour ça qu'il se démène pour l'aventure et pour prouver qu'il a raison. Voilà, le pari c'est plus un enjeu pour nous, quoi, pour nous lecteurs. Et on va arriver au troisième, et d'après moi, au plus gros défaut de ce roman, il est très sexiste. C'est une masterclass à bien des niveaux, et l'un de ces niveaux, c'est comment ne surtout pas écrire les personnages féminins. Oh, quel con, excusez-moi, j'ai utilisé le pluriel, réflexe. Donc oui, donc tout le bouquin, un personnage féminin, et c'est pas une façon de parler cette fois, il y a un personnage féminin, Miss Aouda, est la dernière femme au monde. D'ailleurs, Wikipédia me fait le plaisir de me fournir une liste exhaustive des personnages du roman. Je peux donc vous dire très précisément qu'il y a un personnage féminin pour 25 personnages masculins. Et un éléphant. Mais, me direz-vous, fille de ces ratios insensés, l'important est que le personnage soit bien écrit. Mais j'y viens, mon pote, j'y viens. Alors, Fogg et Passepartout, bien sûr, croise Miss Aouda, alors qu'elle est sur le point d'être sacrifiée par des sauvages. Oh, des sauvages d'Inde. Mais elle n'est pas sauvage elle-même, remarque Passepartout. Elle est blanche. Et si on l'a sauvée, suggère Phileas Fogg. Oh, mais vous avez donc un cœur, demande Passepartout. Ça m'arrive quand j'ai le temps, répond Fogg, qui est une réplique qui m'a authentiquement fait rire. Là-dessus, donc, voilà, il sauve Miss Aouda. Et là, voyons si vos muscles patriarcaux fonctionnent bien. Que va-t-il se passer? Elle va rester avec nos protagonistes jusqu'en Angleterre, mais que va-t-elle faire sur le trajet? Vous avez deviné absolument rien? Ah, et vous êtes pas loin, je vous le donne. Elle va tomber amoureuse de Phileas Fogg, évidemment. Et elle va pleurer et avoir peur quand lui ou Passepartout sont en danger. La pauvre petite chose. Sauf que Phileas Fogg est totalement insensible à ses charmes. Et d'ailleurs, c'était très drôle. Très drôle ça par contre parce qu'il y avait un côté oh je suis un cliché de personnage féminin écrit il y a presque 2 siècles et vous êtes le merveilleux protagoniste blanc qui m'avait sauvé. Ouais ta gueule, j'ai pas le temps. Et voilà, j'ai trouvé ça marrant. J'ai vraiment trouvé ça marrant. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pas vu la fin venir. Écoutez, il y a plusieurs retournements de situation à la fin. Je vous en spoil un seul. Elle lui dit qu'elle l'aime à la fin, mais ça on le savait. Et il la demande en mariage. Ça m'a fait rire tellement ça sortait de nulle part. Mais un des messages à la fin, c'est que le vrai pari, ce sont les amis qu'on s'est fait le long du chemin. Bref, si je devais résumer le tour du monde en 80 jours, c'est vieux.
c'est vieux, et c'est marrant parce que j'ai pas ressenti ça du tout avec le voyage au centre de la Terre. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est un roman, alors c'est un roman chouette, je peux pas te prétendre le contraire, mais avec des messages et des valeurs d'un autre temps. Il y a toute une dimension qui est intemporelle, effectivement, la force de la persévérance, l'amitié, le retournement de situation final fonctionne très très bien. Pas celui dont je vous ai parlé, je vous ai dit, il y a plusieurs retournements de situation, l'autre, on en parlera demain au cours du feu sur Twitch, mais il y a beaucoup d'éléments très très datés. C'est mon deuxième Jules Verne, et je pense continuer à découvrir sa bibliographie quand même, mais surtout parce que j'ai beaucoup aimé le voyage au centre de la Terre. Si le tour du monde en 80 jours avait été ma première expérience de Jules Verne, je sais pas si j'aurais eu envie de poursuivre. Et ça aurait été dommage. Il faut encore au moins que je découvre 20 milieux sous les mers, l'île mystérieuse, et probablement beaucoup d'autres aussi, mais enfin on verra ça un autre mois. En parlant de... Si, en parlant de gentilhomme anglais qui est amoureux. Passons à Hamlet, de William Shakespeare. Et avant de parler du livre... Non, rassurez-vous, pas un peu de contexte cette fois, c'est juste que je pense que je vous dois des excuses et une explication. Parce que ce livre ne figure pas dans la liste des 1001 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. Alors j'ai dit que c'était le critère arbitraire que je m'étais imposé pour distinguer ce qui était un classique de ce qui ne l'était pas. Mais alors, pourquoi l'avoir lu s'il n'est pas dans la liste? Eh bien parce que j'aime bien vous présenter au moins 6 œuvres par mois. Je trouve que ça rythme beaucoup mieux si vous voulez les vidéos. Les livres passent 2 par 2, si je fais que 3 épisodes, si j'en fais 4, je peux réserver les 2 épisodes où je parle que d'un seul livre aux livres sur lesquels j'ai plus de choses à dire, bref. Mais j'avais pris du retard sur mes lectures le mois dernier, à cause d'un livre dont on parlera la semaine prochaine. Parfois tu te laisses avoir par le temps, tu te dis je lirai cet après-midi, je lirai en fin d'après-midi, je lirai après avoir couché bébé, bonne nuit chérie, à demain, ah quoi, mon heure de lecture, tant pis. Donc voilà, j'avais besoin d'un classique court, et donc je me suis naturellement tourné vers Hamlet. Hamlet que j'avais acheté à la base pour le coin lecture spécial œuvres qui ont été adaptées en dessin animé Disney, puisque Hamlet a partiellement inspiré Le Roi Lion. Donc voilà. Théâtre, rapide à lire, et donc je commence la lecture sans même m'inquiéter, si vous voulez, de sa présence ou non dans la liste des 1001 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie, parce que c'est Hamlet. C'est l'œuvre la plus importante du plus grand dramaturge de l'histoire, donc bien sûr qu'elle est dans la liste. Et c'est là que je remarque qu'il n'y a pas de théâtre ni de poésie dans la liste. En fait, ce sont les 1001 romans qu'il faut avoir lu dans sa vie, avec quelques romans graphiques à droite à gauche. Mais j'ai quand même poursuivi la lecture, parce que je me suis dit, bon, je pense pas que ce soit un avis très controversé de dire que Hamlet de Shakespeare est un classique. Je pense que même si on ne devait citer que 10 pièces qui soient du classique du théâtre, Hamlet serait dans la plupart des listes. Sans doute avec Faust, Antigone, le Cid évidemment, Don Juan ou plutôt Tartuffe. Arrête de faire des listes maintenant. Et le Roi Lear. Et Roméo et Juliette, mais ça ferait 3 chiffres. Bon, Hamlet, c'est l'histoire d'Hamlet. Merci à tous, à la semaine prochaine. Hamlet, c'est l'histoire donc du prince du Danemark qui s'appelle Hamlet, et qui un soir reçoit la visite du spectre de son père, décédé, d'où spectre, il y a 2 mois. Décédé il y a 2 mois. Son père, qui s'appelle aussi Hamlet, ce qui est vachement pratique, lui dit « Souviens-toi qui tu es », pas du tout. Il lui dit « Dis donc, ça va te surprendre mon fils, mais je suis pas mort de cause naturelle à peine 40 ans. En fait, c'est mon frère, ton oncle, Claudius, qui m'a tué en me versant du poison dans l'oreille, ce qui est méga chelou. Et qui a donc pris mon trône, et ta mère, ma femme. Alors, c'est un peu dégueulasse, voudrais-tu bien le tuer de ma part? Je te prie. » Et là, on a le développement de l'une des 4 thématiques principales à la pièce, la folie. Hamlet va lentement sombrer dans la folie en se demandant s'il doit ou non venger son père en tuant son oncle. Mais, et lié à la deuxième thématique de la pièce, Hamlet va délibérément jouer la folie, se mettre en scène, faire croire qu'il est fou pour ne pas susciter de suspicion. Et là, je me sens obligé de vous faire une confession. Parce que j'ai souvent ressenti, si vous voulez, l'intensité de la pièce, de ce que je disais, sans en comprendre vraiment le sens. Parfois j'avais l'impression, si vous voulez, que ça se voulait drôle, juste après c'était terriblement triste, et je me dis, le ton va dans tous les sens. Est-ce que Shakespeare a mal vieilli ou qu'est-ce qui est un truc du genre? Et pour m'aider, j'ai donc été chercher des vidéos qui parlent de Hamlet sur YouTube, et j'ai vu qu'il y avait des représentations de la pièce, en français et en anglais. Je me dis, mon niveau d'anglais est pas dégueu,
je vais le tenter en version originale. Et là, deux choses m'ont sauté aux yeux et aux oreilles. D'une part, la traduction que j'avais ne me convenait pas. Là, c'est la traduction de François Victor Hugo, l'un des enfants de Victor lui-même. Et je me suis rendu compte que je comprenais mieux le texte en anglais qu'en français. Les mots de Shakespeare me semblaient plus accessibles que ceux de son traducteur. Alors, peut-être que François Victor Hugo a eu tendance à un peu surtraduire, peut-être c'est juste l'évolution de la langue, je ne sais pas. Et autre chose que j'ai remarqué, je ne sais pas lire le théâtre. J'en lis et j'en ai lu vraiment très peu, même si certains des livres qui m'ont le plus marqué sont des pièces de théâtre, et du coup quand j'en lis, j'ai pas le réflexe, si vous voulez, d'imaginer. Je lis le théâtre comme si je lisais un roman, mais avec uniquement les dialogues. Du coup, je passe à côté de presque tout le sens, parce que tout passe par les dialogues. Alors, quand je comprenais pas un échange, ce que je faisais, c'est que je regardais l'adaptation, qui était accessible sur YouTube, pour voir ce qu'ils en avaient fait eux, et une façon de le comprendre. Surtout que Shakespeare adore mettre des jeux de mots dans ses pièces, et forcément elle passe à la trappe dans la traduction. Des jeux de mots et des sous-entendus sexuels, ça c'était son truc, c'était ses trucs. Alors du coup, je sais que je suis passé à côté de la pièce. Je sais que je suis passé à côté de la pièce, et pourtant, quelque chose m'a happé, j'ai envie de dire. Au départ, j'ai senti l'humain, je me suis senti triste pour Hamlet, je me suis senti triste pour Ophélia, pour Polonius, pour Laërte. J'ai compris, si vous voulez, la personnalité d'Hamlet, qui est à la fois drôle et très sombre. Et à chaque tirade, il y en a vraiment beaucoup, je me suis dit, j'aimerais vraiment bien la disséquer, phrase par phrase, parce que je sens bien que ça regorge de sens. Pas à chaque tirade peut-être, j'exagère un peu, mais ça m'a facilement arrivé une dizaine de fois dans la pièce. J'ai ressenti quelque chose que je pense n'avoir jamais ressenti en littérature, mais que j'ai déjà ressenti au cinéma. Quand j'ai découvert Kubrick, d'abord avec Eyes Wide Shut, puis ensuite avec 2001 l'Odyssée de l'espace, j'ai ressenti, je sais que j'ai rien compris, je sais que je suis à un niveau très superficiel de compréhension, mais je ressens tout le génie qu'il y a derrière. J'ai déjà le vertige de tout ce que je pourrais comprendre si je m'y penchais plus en détail. Je vois bien que là, ça parle beaucoup de théâtre, dans une pièce de théâtre, donc mise en abîme évidemment, mais Hamlet joue la folie aussi, il la joue pour Claudius et pour Ophélia, mais il la joue pour nous aussi. Puisque, comme le dit Shakespeare dans une autre pièce, As You Like It, le monde entier est un théâtre. Ophélia qui, elle, devient effectivement folle et, dans une bouffée délirante, met fin à ses jours, et ses proches qui l'enterrent et se demandent si elle a le droit à un enterrement chrétien, parce que techniquement, c'est un suicide, pendant que Hamlet, lui, un crâne à la main, se dit ouais, ce type c'était Yorick, un bouffon de quand j'étais jeune, et il était plein de vie, et maintenant regarde-le. Même Alexandre le Grand, maintenant, il est comme ça, illustrant que c'est absurde, quoi. Absurde de se demander ce qu'une âme mérite ou non, alors qu'on est si éphémère, si fragile. Parce qu'il est évidemment énormément question de la mort et de la fragilité de l'homme dans la pièce. Bref, je suis facilement happé par les choses. Quand je faisais les conventions, par exemple, je ne voulais pas acheter de Funko. Les premières conventions, je voulais pas acheter de Funko parce que je savais que je mettrais alors le doigt dans un engrenage que j'aurais du mal à arrêter. Et plusieurs centaines de Funko plus tard, ça fait, voilà, là ça fait des mois que je n'en achète plus. Mais regardez Sherlock Holmes, je savais que j'allais adorer le personnage, alors j'ai lu les nouvelles, puis les romans, puis j'ai fait 6 vidéos qui en parlent, et c'est pas fini. Regardez le catch, regardez le catch Pokémon, j'étais totalement obsédé par Pokémon quand j'étais gosse. Enfin bref, je suis quelqu'un qui plonge facilement dans l'obsession. Et j'ai senti cette gravité en lisant Hamlet. J'ai senti que je n'avais besoin que d'une toute petite pichenette pour découvrir tout Shakespeare. Voir toutes les adaptations, les ranger dans mon ordre de préférence, faire 6 vidéos, vraiment trouver un prétexte pour pouvoir relire la pièce dans une autre traduction. Mais je vais quand même terminer en tempérant un peu. Je vous rappelle que je pense pas avoir compris vraiment la pièce. Je suis un peu passé à côté, je suis franchement passé à côté. C'est pas le meilleur livre que j'ai jamais lu, c'est pas vrai, loin s'en faut. Mais voilà, il s'est passé quelque chose, quoi. Et j'ai très hâte de lire mon deuxième Shakespeare, en choisissant peut-être plus soigneusement la traduction la prochaine fois. Voilà! Merci à tous d'avoir suivi ce coin de lecture, à toutes et tous d'avoir suivi ce coin de lecture. On se laisse comme d'habitude avec la question de la semaine. La semaine dernière, je vous ai demandé si vous iriez dans l'espace, si vous aviez l'occasion. Et donc cette semaine, je vous demande, et si vous aviez l'occasion de faire le tour du monde, et pas forcément une 80 jours. D'une part, est-ce que ça vous tenterait, simplement, genre, comme Phileas Fogg, l'argent n'est pas un problème, est-ce que ça vous tente? Et d'autre part, vous passez par où, comment vous voyagez, bref, si un tour du monde vous tente, décrivez-le moi. Voilà. Moi, ça me tenterait pas du tout. Voilà,
déteste les voyages. Donc, la question est vite répondue. On ne se quitte pas sans un remerciement particulier à mes Plectrion, dont Joe, Lev, Faline Baskerville, Cédric Boulino, Leslie, Elysia et Posséfique. Merci beaucoup à eux. N'hésitez pas à les rejoindre sur Patreon. Et d'ici à ce qu'on se revoit la semaine prochaine ou demain sur Twitch, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!